Madame, monsieur, c'est donc parti pour une émission sans gaz à effet de serre, s'il vous plaît. Et oui, à l'approche de la semaine européenne du développement durable, notre chère planète est à l'honneur. Alors, comment nos voisins font-ils pour la préserver au quotidien? Quelles sont les initiatives mises en place pour un environnement plus sain? Qui sont les acteurs de cette révolution verte? C'est ce que nous verrons avec 4 de nos correspondants. Et vous le savez, bien sûr, en raison du décalage horaire avec certains d'entre eux, toute la séquence qui suit a été enregistrée. Alors, pour faire le tri sélectif, voici nos journalistes du jour. Fanny Lothaire qui nous donne rendez-vous au Brésil. Marc de Chalvron qui a fait le déplacement en Côte d'Ivoire. Élise Derbomez, notre correspondante en Argentine. Et enfin, Claude Deschênes que nous retrouverons au Canada. Allons voir si l'herbe est donc plus verte chez le voisin. Pour la toute première escale, direction la Côte d'Ivoire pour parler cacao. Bonjour Marc. Alors, comme c'est souvent le cas, les producteurs sont les derniers à être récompensés et leurs conditions de travail sont particulièrement difficiles, on le sait, dans le pays. Oui, bonjour Laurent, et vous le savez, le problème est ancien en Côte d'Ivoire, un pays qui produit un tiers du cacao dans le monde, un secteur dans ce pays qui fait vivre au bas mot 800 000 producteurs, c'est considérable. Le problème, c'est que la plupart de ces producteurs n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Et c'est là qu'intervient le commerce équitable, le cacao équitable. L'idée est de mieux redistribuer les richesses qui sont issues de la production du chocolat, donner plus de revenus aux producteurs. Forcément, l'idée a séduit en Côte d'Ivoire. En une dizaine d'années, la production de cacao équitable a été multipliée par 6. Regardez ce reportage signé Marianne Getty, Stéphanie Aglietti et Manon Descoubès. Dans ce champ au sud de la Côte d'Ivoire, les femmes cueillent les cabosses dans la bonne humeur. Cela fait 5 ans que leur cacao est vendu en commerce équitable. Je suis fière de faire cacao équitable parce que ça me rapporte beaucoup. Ces fèves sont achetées 15% plus cher que le cacao conventionnel. Et une partie de l'argent leur revient directement. C'est ça qui nous aide à amener nos enfants à l'école. C'est pour l'avenir de nos enfants. Le reste de l'argent revient à la coopérative du village, qui s'en sert pour payer des formateurs, comme Emmanuel Kouakou. Aujourd'hui, je vais venir voir un peu ce que tu as fait dans ton champ. Il vient donner quelques conseils à Jérôme Obo, cacaoculteur, pour l'aider à produire plus. Il coupe des branches pour faire apparaître un peu le soleil. Ça permet de faire fuir les insectes nuisibles parce qu'ils se cachent dans les touffes. Grâce à son expertise, la parcelle de Jérôme donne aujourd'hui 3 fois plus de cacao qu'il y a 5 ans. Avant, je gagnais rien de bon, ma production est toujours faible. Et quand je suis rentré dans cette éducation et que j'ai appris ce genre de méthodes, vraiment, je suis très heureux. 3 fois plus de cacao et acheter 15% au-dessus du prix du marché. C'est l'objectif du commerce équitable, mieux rémunérer les producteurs. Mais ce n'est pas sans contrepartie. Pour vendre sous ce label, les producteurs doivent remplir des conditions et d'abord, par exemple, investir dans la communauté. Dans le village de Yakassé, la coopérative a réhabilité une école. Pour que les enfants n'aillent plus au champ, une exigence du commerce équitable. Certains ont aussi reçu des cahiers neufs, comme les enfants de Jérôme Obo. Tu le lis de temps en temps? Avant, ses enfants l'aidaient pour la récolte, comme dans un quart des familles ivoiriennes. Aujourd'hui, plus besoin pour lui de les faire travailler. J'arrive maintenant à employer des journaliers pour m'aider à la place des enfants. Les enfants mangent à leur faim et ils ont la tête reposée sur les études. C'est ça. Vous êtes fiers? Tellement. Tous les producteurs des environs n'ont pas sa chance. Même si la coopérative les a tous formés, un quart seulement du cacao qu'ils produisent est vendu sous le label équitable, faute de débouchés suffisants. Pour Robert Quadio, responsable dans la coopérative, c'est clair, il n'y a pas assez de demande. Le marché du commerce équitable est un peu trop restreint. Voilà, nous pouvons produire peut-être 3000 tonnes et on ne nous donne que 800 tonnes ou 500 tonnes à livrer en commerce équitable. 10% des champs de cacao ivoiriens sont désormais certifiés équitables. C'est 120 000 producteurs que le marché a pour l'instant bien du mal à faire vivre. Bon, ça fonctionne, Marc, hein, on vient de le voir, mais apparemment, c'est quand même pas la solution miracle.
Oui, effectivement, on le voit dans le reportage, les limites du cacao équitable, les producteurs s'y sont mis massivement dans l'idée d'avoir plus de revenus, donc la production a augmenté. Le problème, c'est que le marché n'absorbe pas toute cette production de cacao et les consommateurs ont évidemment une responsabilité puisqu'ils ne sont pas prêts à acheter plus cher le produit final, le chocolat, surtout dans une période de crise économique comme on la connaît en ce moment, et ce d'autant plus que les marchés émergents, et on pense particulièrement à la Chine où la vente de chocolat explose littéralement, et bien dans ce pays-là, par exemple, le pouvoir d'achat des consommateurs n'est pas encore assez élevé, du coup ça tire vers le bas les prix et ce sont les producteurs qui en pâtissent les premiers. Alors, selon vous, quelle est la solution? Que faire? Comment améliorer le travail et la vie des producteurs de cacao? Oui, écoutez, la solution, c'est sans doute de produire sur place le chocolat dans les pays producteurs, donc en Côte d'Ivoire en particulier. C'est un discours qu'on entend de plus en plus. C'est un discours relayé par le président ivoirien en personne. Il veut installer le maximum d'usines de chocolat en Côte d'Ivoire. Alors cela commence à arriver. L'idée, c'est que la valeur ajoutée créée par le chocolat reste dans le pays, au profit notamment des producteurs. Alors, oui, certes, il y a des usines qui s'installent, mais pas de quoi, pour l'instant, bouleverser le quotidien des producteurs. Mais c'est une lueur d'espoir pour eux. Leur quotidien pourrait s'améliorer. Merci Marc, merci beaucoup pour cette expertise et à très vite bien sûr. Alors pour le prochain bol d'air, cap sur le Brésil, qui n'est pas réputé pour être le pays le plus respectueux de l'environnement. Bonjour Fanny, il y a pourtant, il faut le reconnaître, de belles initiatives qui fleurissent et elles ne viennent pas forcément des classes les plus fortunées. Au Brésil, près de 12 millions de personnes vivent dans des favelas. Ces quartiers, pour la plupart à flanc de colline, où les maisons et les rues sont construites par les propres habitants, sans service de l'État et souvent sans autorisation. Les habitants des favelas sont régulièrement accusés par les pouvoirs publics de dégrader l'environnement et de détruire la nature au fur et à mesure que le quartier s'étend. À la Vila Nova Esperança, dans l'ouest de São Paulo, les résidents ont voulu prouver le contraire et construire ensemble, petit à petit, depuis 10 ans, une favela écologique qui est déjà reconnue comme un modèle au Brésil. C'est un reportage réalisé par Pierre Leduf et Florence Guanard. Regarde celui-là. Il faut tirer sur celui-là, Nathan. Leader de la favela, Lia mène son petit monde à la baguette. Toute son équipe reconstruit la maison d'une voisine qui a brûlé. Les habitants ne font pas appel à des professionnels. Ils ont appris à construire une maison de A à Z avec des matériaux écologiques. Ici, ce sont les fondations. Pour les autres maisons, ce sont des armatures en fer. Ici, il n'y a pas de fer. Les fondations sont en bois. Nous faisons très attention pour que le bois ne s'abîme pas rapidement. C'est sur ces fondations que s'élèvera la maison. Des fondations en bois, des murs de terre, le tout pour moins de 800 €. Nathan, un jeune habitant qui participe à la construction, voudrait lui aussi bientôt construire sa propre maison de manière écologique, même si sa première préoccupation est économique. Pour construire ces maisons-là, on dépense plus, 3 fois plus. Alors que nous, ici, on dépense seulement pour le bois et la toiture. Parce que la terre, on n'a qu'à la ramasser et à couper le bambou dans la forêt. Des matériaux naturels récupérés aux alentours, un peu de ciment pour consolider le tout, et voilà à quoi ressembleront les murs de la future maison. Ici, c'est un petit théâtre qui est en cours de construction. Car à travers son association, Lia ambitionne aussi de créer des espaces de loisirs, comme cette piscine. Située en lisière de Sao Paulo, la Vila Nova Esperança jouxte une forêt protégée. Elle est encore loin de fonctionner de manière parfaitement écologique. L'important, c'est de faire prendre conscience aux habitants de leur empreinte sur la nature qui les entoure. Loin d'être une évidence au Brésil, et encore moins pour ces populations défavorisées. Ici, le tri sélectif est encouragé. Les gens récupèrent les déchets, on trie tout pour que tout soit bien séparé, pour qu'on puisse ensuite les recycler. Lia n'est pas peu fière du potager communautaire construit sur l'ancienne décharge et devenu aujourd'hui un modèle. Ça, c'est du persil. Des institutrices de l'école la plus proche viennent aujourd'hui s'en inspirer. Pour construire notre potager à l'école, nous avons besoin de l'aide de Lia avec toutes ses connaissances sur la terre, les variétés de légumes que l'on peut planter ensemble. C'est elle qui nous donne toutes ces informations. Donc on est venu ici pour apprendre un petit peu.
Les fruits et légumes ne sont pas en libre service. Peuvent se servir seulement ceux qui aident à cultiver le potager. Pour moi, éduquer, ce n'est pas donner. C'est apprendre à travailler pour obtenir les choses dont on a besoin. Tous ces projets doivent beaucoup à la détermination de Lia et à son amitié avec Rodrigo, un jeune ingénieur en protection de l'environnement. Ensemble, ils ont mis au point ces cultures en terrasse, qui ont une double utilité. Nous arrivons à retenir l'eau pour qu'elle s'infiltre dans le sol et ainsi pouvoir cultiver. Nous avons transformé un problème en solution et ça peut être reproduit dans d'autres endroits. Avec des sacs de terre et des plantations, on arrive à empêcher les glissements de terrain meurtriers qui sont courants dans d'autres favelas. Cette petite communauté qui regroupe 600 familles est un laboratoire écologique. Il pourrait demain servir d'exemple pour les plus de 1600 favelas que compte Sao Paulo. Fanny, on sait qu'il existe d'autres initiatives du même genre dans le pays, vous confirmez ? Il y a quelques projets de développement écologique à Rio, par exemple. Dans une favela proche d'ici, un ingénieur français a appris à la communauté à installer des panneaux solaires pour permettre aux habitants de payer moins cher leur énergie et surtout empêcher les raccords électriques clandestins, dangereux, qui peuvent provoquer des accidents. Il y a aussi cette cuisinière devenue célèbre qui a créé un jardin écologique pour inciter les habitants à cultiver la terre de leur favela au lieu de s'en servir comme de décharge et ainsi fortifier la tenue des sols car avec les fortes pluies qu'il y a eu par exemple ces quelques semaines dernières, eh bien, la tempête a provoqué de nombreux glissements de terrain dans ces favelas. Mais l'État ne fait rien pour améliorer les choses dans tous ces quartiers ? Malheureusement, les initiatives dont je vous parle sont peu nombreuses et peu sont appuyées par le gouvernement. Il faut dire que ce n'est pas évident car la plupart des habitations sont construites dans les favelas de façon illégale, sans cadastre, imbriquées presque les unes sur les autres. Alors pour rénover entièrement un quartier, il faudrait évacuer tout le monde, ou presque, et tout détruire pour mettre aux normes les évacuations d'eau usée, par exemple, les déchets, les conduits électriques. On parle de millions de personnes, c'est impossible et surtout absolument pas rentable pour l'État. Je vous rappelle qu'on parle des habitants les plus pauvres du pays, au Brésil. La conscience écologique est encore l'apanage des plus riches. Merci beaucoup Fanny pour toutes ces informations et pour ces témoignages évidemment. Et à bientôt. Allez, il est temps de marquer maintenant une petite pause numérique avec notre amie Julia Livage. Et à première vue, le lien entre Internet et développement durable ne semble pas évident, pas très recyclable, la grande toile. Oui, c'est sûr. On sait très bien qu'Internet est polluant et en plus, il est entouré d'outils à l'obsolescence programmée, alors que de l'autre côté, bien, le développement durable s'inscrit dans une perspective à long terme qui va intégrer des contraintes liées à l'environnement. Donc les deux ne vont pas ensemble. Lorsqu'on regarde cette infographie, on se rend très bien compte des effets que nos actions quotidiennes elles ont sur l'environnement. Regardez, c'est très simple. Si je fais une demande sur un moteur de recherche, c'est l'équivalent d'une ampoule allumée pendant 2 heures. Ou alors, si j'envoie une photo de vacances à mes amis par mail, on va dire une dizaine de destinataires, l'équivalent de 500 mètres parcourus en voiture. Donc on a bien compris, le bilan carbone d'Internet est très lourd pour la planète, mais le web et les réseaux sociaux, ils regorgent aussi de solutions pour équilibrer la balance. Des outils de propagation, on le sait, avec une arborescence dingue, des vecteurs de mouvement qui sont là pour faire avancer et pour faire bouger les choses. Alors justement, côté pratique, comment naviguer de façon plus responsable sur le web ? Pratique, vous l'avez dit, l'heure, elle est à l'action, aux idées concrètes. Aujourd'hui, on le sait, il y a urgence. Utiliser Internet, ça peut se faire de manière intelligente et on peut démarrer déjà avec un moteur de recherche sain. Celui-ci, je vous le conseille, il s'appelle ecosia.org. Pour chaque requête, demande ou produit acheté en ligne via ce moteur de recherche, vous contribuez à une collecte de fonds qui va viser à financer la plantation d'arbres dans certaines régions du monde. Une requête, un arbre planté, c'est à peu près l'équivalent et c'est extrêmement bien fait. Alors de manière très pratique, le site vraiment pour la vie de tous les jours, ça s'appelle « Ça commence par moi ». 400 idées de petits gestes à adopter au quotidien pour réduire notre impact environnemental. C'est extrêmement concret, c'est facile et c'est vraiment pour notre quotidien. Vous avez également ce site 90jours.org. Alors là, on est sur un coaching. 90 jours, vous avez 3 mois pour améliorer votre vie, vos habitudes. Et je terminerai sur cette application Save It Easy. Et là, c'est vos consommations énergétiques. Vous donnez à l'application vos factures.
il vous conseille pour consommer moins, tout simplement. Eh ben, on va cliquer. Merci beaucoup, merci Julia. Allez, pour la prochaine halte, direction l'Argentine, où jusqu'à présent le développement durable ne faisait pas vraiment partie des priorités. Bonjour Élise, rassurez-nous, est-ce que les mentalités sont en train enfin d'évoluer à ce sujet ? Oui, bonjour Laurent, vous avez raison. L'Argentine n'est pas réputée être un pays qui se tourne vers le développement durable ou les énergies renouvelables. Il y a pourtant ici beaucoup de potentiel, car l'Argentine, ce sont d'immenses étendues, beaucoup de vent et beaucoup de soleil aussi. Mais si vous traversez le pays du nord au sud ou d'est en ouest, eh bien vous ne verrez que très peu de panneaux solaires ou d'éoliennes. Il faut savoir qu'au niveau national, seuls 2% de l'énergie produite ici est renouvelable. Mais je vous rassure, il y a une bonne nouvelle, c'est la province de Santa Fe. Car dans cette province, le développement durable fait partie intégrante de la vie des habitants. Et il y a même un secrétariat à l'énergie locale qui s'efforce de promouvoir des initiatives positives en faveur du développement durable. Ces initiatives, nous les avons sélectionnées pour vous, avec Michael Lantaron. Un concert de Paul McCartney pas comme les autres. À 76 ans, l'ex-Beatles ne lâche rien et s'offre en Argentine un show 100% écologique. Lumière, son, toute l'énergie nécessaire à la tenue de ce concert-événement est produite à l'aide de biogazole, une énergie renouvelable utilisée comme alternative au diesel polluant. Et tout commence ici, dans la région de Santa Fe. En apportant leur huile de cuisine usagée pour qu'elle soit transformée en biodiesel, les habitants concourent pour gagner leur entrée au concert de stars internationales. Aujourd'hui, l'huile collectée offre une chance de voir Ed Sheeran à Buenos Aires. C'est une bonne façon de sensibiliser le public et aussi une bonne chose de rendre les concerts bio. J'ai vraiment envie de participer au tirage au sort et de gagner des places, mais plus que tout, je suis heureuse de contribuer à la cause. Généralement, l'huile de cuisine, on la jette dans l'évier. Avec ce programme, elle est réutilisée pour quelque chose de positif. Une action positive rendue possible par cette femme, Veronica Guise. Elle est secrétaire d'État à l'énergie pour la province de Santa Fe. Et depuis 3 ans, elle travaille sur des projets simples et concrets pour faire avancer le thème du développement durable. En Argentine, comme nous avons encore beaucoup de problèmes sociaux et économiques à régler, on pense souvent à tort que le développement durable, c'est un thème pour les pays développés comme la France ou la Finlande. En réalité, l'Amérique du Sud a beaucoup de potentiel pour avancer sur le chemin du renouvelable. En juin, par exemple, nous organisons le mondial de rugby des moins de 18 ans et nous allons le bio-énergiser. Concerts ou compétitions sportives, Veronica dit vouloir prouver au monde que ces événements de grande envergure peuvent entrer dans le cadre du développement durable. La province de Santa Fe vient d'ailleurs de lancer un seau, produit à l'aide d'énergie renouvelable à Santa Fe. Un moyen pour les entreprises bio de se faire connaître et une nouvelle motivation pour les autres de se mettre au vert. Alexandro Piccione est l'un des premiers chefs d'entreprise à avoir reçu ce cachet. Son hôtel est le premier de la région à chauffer toute son eau grâce à des panneaux solaires installés sur le toit. Je suis fier d'avoir incorporé cette technologie et de recevoir la reconnaissance de la province de Santa Fe. C'est une façon de prendre soin de la planète et de prendre conscience que les énergies alternatives sont aussi efficaces, voire plus, que les énergies traditionnelles. Le plus important, c'est de veiller sur l'endroit où nous vivons. Un choix pour la planète, mais également une bonne chose pour son budget. Dans 5 ans, l'investissement d'Alexandro lui sera économiquement rentable. Une voie verte et moins coûteuse qui devrait séduire de plus en plus d'Argentins. Et on en prend de la graine, évidemment. Merci beaucoup, Élise, et à très bientôt. Allez, retour chez nous à présent avec Isabelle Martinet qui nous rejoint. Bonjour Isabelle. On va voir avec vous quelle place occupe le développement durable dans le quotidien des Français. Pour commencer, peut-être une définition. Eh bien, c'est un développement qui répond aux besoins d'aujourd'hui sans compromettre ceux du futur. C'est la définition inscrite en 87 dans le rapport de la Commission mondiale sur l'environnement, en sachant qu'à l'époque, on parlait de la couche d'ozone, on était très marqué par la catastrophe de Tchernobyl, mais la notion de développement durable ne nous disait pas grand-chose. Alors comment s'est-il démocratisé, en fait, chez nous ? Eh bien, c'est Édith Cresson, Premier ministre de l'époque, qui va l'évoquer la première dans son discours de politique générale en 91. Et puis le concept va se médiatiser l'année
l'année suivante au sommet de la Terre de Rio. Et puis enfin, en 2005, suite au protocole de Kyoto sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le président Jacques Chirac va créer la Charte de l'environnement. Et les gouvernements successifs vont encourager l'essor du développement durable, influencer le changement des modes de vie. Résultat, en 2015, l'accord de Paris sur le climat sera signé par plus de 90 pays lors de la COP 21. Isabelle, sur quoi ça repose au départ, le développement durable? Sur la conciliation de 3 piliers. D'abord, le progrès économique, avec des modes de production qui préservent les ressources. Alors, ce sont les énergies renouvelables, l'agriculture bio ou la distribution en vrac. Le deuxième point, c'est bien sûr la dimension sociale. Il s'agit de satisfaire les besoins humains de façon équitable. Et puis, enfin, il s'agit aussi de préserver l'environnement sur le long terme. Par exemple, en réduisant les impacts carbone, en consommant local, de saison, comme le faisaient d'ailleurs nos aînés. Les acteurs, qui sont-ils? Mais c'est tout le monde, Laurent. C'est l'État, les collectivités territoriales, les entreprises et bien sûr, c'est nous, tout simplement parce que notre prospérité a jusqu'à présent reposé sur une exploitation trop lourde des ressources naturelles. Résultat, eh bien, les énergies fossiles ont émis trop de CO2. Les productions massives ont engendré, on le sait, un continent de déchets. Les cultures intensives ont menacé la biodiversité. Donc, il faut imaginer un autre développement parce que si tous les États avaient la même prospérité, il faudrait 5 planètes pour subvenir aux besoins de tous. C'est beaucoup. Alors justement, rassurez-moi, on a bien progressé ces derniers temps quand même. Oui, on a bien progressé. Par exemple, on frise les 20% d'électricité produite en renouvelable. Autre exemple, le nombre d'agriculteurs bio a plus que triplé en 10 ans. Et l'an dernier, on a réduit de 3,5% nos émissions de CO2. C'est mieux que l'Union européenne. Formidable. Et côté consommateurs? Alors, 34% seulement des consommateurs considèrent correct l'état de l'environnement dans leur commune, contre 58% il y a 5 ans. Non parce que ça empire, mais parce qu'on prend conscience de l'urgence environnementale. Donc, on devient un peu plus responsable, notamment, je dis bien notamment, en triant un peu mieux nos déchets. Et ça implique quoi pour l'avenir? Une déconsommation, on va dire? Pas forcément, mais en tous les cas, il est clair qu'il va falloir apprendre à consommer autrement, à prendre de nouvelles habitudes, et en étant conscient que notre droit à utiliser les ressources naturelles s'accompagne de notre devoir d'en assurer la pérennité pour nos enfants, lesquels sont d'ailleurs particulièrement sensibles à l'écologie. Merci, nous voilà rassurés et surtout bien informés et prévenus. Pour la toute dernière étape, nous partons maintenant au Québec où le développement durable est une réelle préoccupation. Bonjour Claude. Le pays est un terreau très très fertile en matière d'écologie et de nombreuses actions sont menées au quotidien. Ouais, bonjour Laurent. Oui, le Québec est un leader mondial en matière d'économie sociale. Il y a ici plus de 210 000 personnes qui travaillent dans le domaine coopératif ou encore dans les organismes à but non lucratif. Ça représente à peu près 40 milliards de chiffre d'affaires, 10 % de PIB. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que c'est un milieu qui est très favorable à toutes les initiatives qui vont dans le sens du développement durable. Et il y en a beaucoup d'initiatives. Alors concrètement, quelles sont-elles ces initiatives? Alors, j'en retiens 2, en fait, qui concernent justement le gaspillage et aussi ce trop-plein qu'on envoie dans les centres d'enfouissement. Alors, vous allez voir un chercheur qui travaille présentement sur un procédé pour dégrader des tissus à partir d'un champignon. Il a eu la collaboration du mouvement coopératif des jardins et aussi de Certex, qui est justement un organisme d'économie sociale qui travaille dans la valorisation des textiles. Mais on va commencer avec 2 entrepreneurs qui ont trouvé une solution à un problème que vivait un courtier en fruits et légumes. Ils ont inventé un jus, il y a 2 ans, un jus qui est fait à partir des fruits et légumes qui allaient littéralement aux poubelles. Mon reportage préparé avec Michel Desilets et François Laflamme. Champion du gaspillage, le Canada jette 58 % de sa production alimentaire aux poubelles. On en a des légumes, des carottes puis des navots, des betteraves puis des poireaux. Taille trop petite, taches, mûrissement précoce, ces fruits et légumes auraient fini aux ordures si ce n'était de Julie Poitras-Saunier. C'est encore bon jusqu'au 20 mai. C'est rejeté. Nous, on dit souvent qu'il y a de l'or dans vos déchets parce que c'est une valeur économique aussi. Avec son copain David Côté, Julie s'est donné comme mission de sauver ces mal-aimés de l'industrie alimentaire et d'en faire des jus.
Ils ont baptisé leur gamme de produits Loop, un mot anglais qui signifie boucle. Nous, l'idée, c'était vraiment d'avoir le modèle en économie circulaire complète où on prend les surplus ou les rejets d'une entreprise comme matière première et que notre propre surplus devienne la matière première pour une autre entreprise. Dans le cercle vertueux créé par les fondateurs de Loop, la pulpe récupérée après le pressage des fruits et légumes est utilisée pour la fabrication de friandises pour chiens. Et on travaille en ce moment aussi sur une croûte à pizza avec la fibre. Donc, c'est une croûte super intéressante aussi parce qu'on peut remplacer une grande partie de la farine par de la pulpe de fruits et légumes qui est plein de fibres, plein de vitamines. On estime que la fabrication de ces jus permet de sauver 30 tonnes de fruits et légumes par semaine. Loop produit aussi de la bière faite avec du pain perdu et des fruits réchappés. C'est un grand problème, ça aussi, le pain de la veille, le pain un peu sec qui est encore super bon. Et de la bière, c'est du grain fermenté, du pain, c'est du grain. Donc, c'est des bières sûres, fruitées, qu'on vient tout juste de lancer, qui nous permettent de sauver aussi énormément de miches de pain par année. Julie Poitras-Saunier souhaiterait bien exporter son approche de valorisation des déchets. Le gaspillage alimentaire, c'est pas vraiment juste au Canada que ça se passe partout dans le monde. L'idée, c'est vraiment de voir, selon les produits disponibles, selon la réalité du territoire, selon le marché, qu'est-ce qu'on peut créer, comment on peut remettre ces produits-là dans la chaîne de valeur. Même combat à Saint-Ours, dans la vallée du Richelieu. Chez Mycoculture, le chercheur universitaire David Dussault travaille à donner une seconde vie à la matière textile, qui représente près de 5% du volume des sites d'enfouissement. Notre mycologue fait appel au pouvoir du mycélium pour dégrader les tissus. Les champignons sont capables de dégrader beaucoup de polluants organiques qui vont être récalcitrants à la dégradation. Ça, c'est un pot de fleurs. Dans la composition de ce dernier, on parle d'à peu près 50-60% de la matière, c'est du textile. Mais nous pourrions facilement augmenter cela. Cette matière, à laquelle on peut donner différentes formes, possède plusieurs qualités. En plus d'être biodégradable, elle est étanche, résiste au choc, à la chaleur et aux flammes. Alors ici, on voit une colonne qui va servir justement à fabriquer du mobilier pour Architectes sans frontières. Et il y aura énormément une multitude d'applications possibles. Que ce soit dans les véhicules pour remplacer certains des composés qu'on utilise, que ce soit dans les pare-chocs par exemple, que ce soit dans l'emballage, par exemple les boîtiers d'ordinateurs ou pour l'expédition par exemple de bouteilles de vin. Aussi prometteur soit-il, il y a encore du chemin à faire pour que les projets de David Dussault soient commercialisés. Ça, c'est des projets qu'on prend pour sensibiliser. C'est pour fabriquer des prototypes et pour que vraiment il y ait une conscientisation qui s'effectue. Formidable. Je sais, Claude, que vous souhaitiez également nous parler d'une belle initiative, alors qui, elle, ne date pas d'hier. Hein. Alors, on va boucler la boucle. On a parlé de sites d'enfouissement qui sont trop pleins. On voudrait réduire les déchets qu'on envoie dans les dépotoirs. Eh bien, à Montréal, on s'enorgueillit d'avoir fait disparaître un dépotoir et d'en avoir fait un parc. Dans les années 70, la carrière Miron recevait tous les déchets de Montréal. C'était au cœur d'un quartier habité. Et en 80 à peu près, on a décidé de faire de ce lieu-là un parc. Et récemment, on a redonné accès à ce parc à la population. C'est à peu près 150 hectares d'espace vert, à peu près autant que le parc du Mont-Royal, qui est maintenant disponible pour les Montréalais. Et les choses sont bien faites. On récupère les biogaz qui proviennent de la décomposition des déchets pour alimenter une usine qui produit l'électricité qui est distribuée à 1900 foyers dans ce quartier-là. Et l'animation publique est faite par la TOU, qui est un organisme d'économie sociale qui est dans le développement durable culturel. Alors, tout est dans tout, comme dirait notre grand poète Raoul Duguay. Et vous avez raison de le citer. Merci beaucoup, Claude, et à très bientôt, évidemment. Madame, monsieur, notre tour du monde éco-responsable touche à sa fin. Merci, bien sûr, à nos 4 correspondants pour leur énergie positive, c'est le moins que l'on puisse dire.